Moins d'un siècle après être sortis des déserts d'Arabie, les armées arabes, unifiées sous la bannière islamique, profitant de la faiblesse des empires perses et byzantins, se répandent dans tout le Proche-Orient. Leur soif de conquête ne connaît aucune limite. Leur objectif, Constantinople, la nouvelle Rome, pourrait leur ouvrir la voie pour une conquête de toute l'Europe. L'enjeu est de taille pour l'Empire romain d'Orient. Il lui faut maintenant mettre de côté ses divisions pour faire face à cet ennemi qui menace toute la civilisation européenne. À la conquête de l'histoire. Au début du 7e siècle, l'Empire romain d'Orient, également connu sous le nom d'Empire byzantin, est la puissance principale de la Méditerranée. L'Anatolie, les Balkans, l'Italie, l'Afrique du Nord, l'Égypte et la Terre Sainte sont des régions contrôlées par le Basileus depuis Constantinople. À cette époque, comme tout au long de son histoire, les complots émaillent la vie politique byzantine. L'Empire perse sassanide profite en 602 de l'assassinat de l'empereur Maurice pour se lancer dans une nouvelle guerre qui durera 26 ans. Les envahisseurs viendront même toquer aux portes de la Nouvelle Rome. Si les Perses ont le dessus dans la première partie de la guerre et conquièrent la plus grande partie du Levant, de l'Égypte et une partie de l'Anatolie, la prise de pouvoir d'Héraclius change la donne. Les armées byzantines pénètrent en territoire perse et regagnent le terrain perdu. Les armées orientales s'allient alors aux Avars et aux Slaves, qui menacent, eux, la face nord de l'Empire. Un assaut coordonné est lancé sur Constantinople en 626. Les murs de la cité tiennent. Les défenseurs résistent et les envahisseurs sont défaits. En 628, alors qu'Héraclius dirige ses armées au cœur de l'Empire perse, la paix est signée et les Romains peuvent récupérer leurs provinces perdues. Néanmoins, chez les deux ennemis qui se sont affrontés pendant près d'un siècle, les séquelles sont nombreuses. L'Empire sassanide est épuisé aussi bien militairement qu'économiquement, tandis que son ennemi d'hier, également diminué, doit toujours faire face à la menace slave au nord et voit ses revenus diminuer dans les provinces clés qui ont été dévastées par des années d'occupation perse. Aucun des deux empires n'aura l'occasion de refaire ses forces, suite à cette guerre inutilement prolongée. Puisque quelques années plus tard, un nouvel ennemi fait son apparition, les Arabes, nouvellement unis sous la bannière de l'islam. Affaiblis, les deux empires ne font pas le poids face à la horde musulmane. En 636, les Arabes déferlent sur le croissant fertile et anéantissent les Sassanides à la bataille d'Al-Qadisiyah. L'année suivante, Ctésiphon, la capitale de l'Empire sassanide, tombe. Puis en quelques années, c'est le reste des provinces perses qui passent sous la férule musulmane. Les Perses, rivaux millénaires des Grecs puis des Romains, sont balayés en une décennie. Le tableau n'est guère plus brillant du côté des Byzantins. Tout d'abord battue lors de la bataille d'Ajnadayn en 634, l'armée d'Héraclius est anéantie en 636 à Yarmouk. À partir de là, les villes du Levant tombent les unes après les autres. Damas, Jérusalem, Alep, Antioche, Césarée. Puis c'est au tour de l'Égypte, désormais isolée, d'être conquise. Sur terre, sur mer, c'est partout la débandade. Aucune résistance sérieuse ne s'oppose à l'avancée irrésistible des envahisseurs. En quelques années, l'Empire romain d'Orient n'est plus présent qu'en Anatolie, dans les Balkans et dans quelques régions isolées d'Italie. Une guerre civile dans les rangs arabes qui voit émerger le califat omeyyade donne un peu de répit aux Romains. Mais les opérations musulmanes reprennent au début des années 660. Une campagne militaire est lancée en Anatolie et Constantinople est même menacée une première fois par les Arabes. Peu d'informations nous sont parvenues sur ce premier siège qui dure 5 ans, de 674 à 678.
De nombreux engagements militaires mineurs ont lieu dans les environs de la ville, mais le blocus mis en place reste incomplet, ce qui permet aux Romains de se ravitailler continuellement. Finalement, c'est sur l'eau que les Byzantins gagnent la guerre. En 678, la flotte arabe est détruite par les feux grégeois. Et la même année, l'armée terrestre des Omeyyades est battue en Asie mineure. La menace est temporairement écartée. Victorieux, les Byzantins signent une paix avec les Arabes. Ils s'achètent du temps. Un temps dont ils ont désespérément besoin pour refaire leurs forces. D'autant qu'une défaite catastrophique contre les Bulgares à Ongale en 680 permet aux Slaves d'installer un royaume dans le nord-est des Balkans, juste à la frontière nord de l'Empire. 12 ans, c'est la durée de la paix entre les Byzantins et les Arabes. C'est l'empereur Justinien II qui rompt la paix avec les musulmans. Ces derniers, qui sortent de leur deuxième guerre civile, peuvent compter sur un pouvoir fort qui continue de s'étendre. Afrique, Caucase et bientôt péninsule ibérique, et infligent rapidement leur première défaite aux Byzantins. S'ensuit une période d'instabilité extrême. Assassinats, complots, trahisons, rébellions. En une vingtaine d'années, pas moins de 7 basileus se succèdent à la tête de l'Empire. Profitant de la situation, les raids arabes sur l'Anatolie s'intensifient. Les villes et forteresses sont prises ou pillées, et les campagnes sont ravagées. À chaque fois, la réponse byzantine se fait plus faible. L'Empire semble incapable de réagir avec force. À l'aube de l'année 715, les Arabes ont commencé à concentrer leurs forces et menacent d'annihiler l'Empire en prenant sa capitale, ouvrant ainsi une voie royale vers le cœur de l'Europe. Depuis l'apparition de l'islam, c'est en son nom que les premiers califes et désormais les Omeyyades ont réalisé leur conquête. Jamais n'a été mise en avant une volonté d'extension territoriale, d'accroître ses richesses par le pillage ou encore de défendre leur région face à l'expansionnisme romain ou perse. Les objectifs précédemment cités passent au second plan, tout du moins en théorie. C'est l'expansionnisme religieux, par la conquête militaire, qui est la priorité des dirigeants musulmans. Leur mission était de propager la foi et de combattre tous ceux qui s'y opposaient, jusqu'à la mort ou la victoire. La soumission à l'islam était la seule échappatoire pour ceux qui, submergés par la vague musulmane, devaient vivre sous la férule islamique. Jusqu'à présent, l'expansion des Arabes s'est faite à une vitesse jamais vue. Certes, ils ont affronté des empires affaiblis par des décennies de guerre, mais ils n'ont cependant pour le moment laissé entrevoir aucune faiblesse, si ce n'est leur propension à la guerre civile. Avec l'expansion territoriale, l'organisation tribale des Arabes devient moins efficace, et sous l'impulsion des califes omeyyades, les armées sont régionalisées pour gagner en efficacité. Au fur et à mesure des conquêtes, de nouvelles populations non arabes, berbères et perses notamment, intègrent les rangs de l'armée, même si les Arabes conservent leur position d'officiers. Une fois l'armée professionnalisée, les combattants perçoivent une solde mensuelle qui est complétée par le butin accumulé par le pillage. Au combat, l'infanterie est organisée en formation serrée. La cavalerie musulmane, légère et lourde, opère sur les ailes ou sur le centre, effectuant des mouvements d'encerclement pour exploiter les opportunités créées une fois que l'infanterie a perturbé la ligne ennemie. L'attaque et le retrait rapide restent les manœuvres les plus courantes, et conformément à la tradition arabe, les archers d'infanterie restent l'arme la plus importante. Au cours de la bataille, les archers s'agenouillent au premier rang, avec derrière eux l'infanterie armée de boucliers et de lances, puis la cavalerie à l'arrière et sur les flancs. Les armées omeyyades sont bien équipées et bien organisées. Les commandants arabes évitent généralement d'entreprendre le siège d'une ville fortifiée, préférant conserver l'initiative en rase campagne, afin de maximiser les options stratégiques offertes par leur mobilité. Des subterfuges ou d'autres stratagèmes peuvent être utilisés si l'occasion se présente. Les territoires dont les monarques ont été invités à accepter l'islam mais ont refusé sont comptés comme faisant partie du Dar al-Harb, la région de la guerre, où le conflit pouvait à juste titre être imposé jusqu'à ce que les dissidents deviennent musulmans ou se soumettent formellement et deviennent dhimmis, un statut discriminatoire
qui permet aux non-musulmans de survivre dans un État islamique. Paiement d'une taxe spécifique, port de marques vestimentaires distinctives, interdiction de bâtir des lieux de culte, un véritable apartheid religieux. Au moment où les Arabes se lancent à l'assaut de Constantinople, sous la direction du général Maslama ben Abd al-Malik, ils n'ont connu, pendant des générations, quasiment que des succès. Les attentes sont extrêmement élevées, puisqu'il existe dans la tradition musulmane une prophétie affirmant qu'un calife portant le nom d'un prophète capturerait Constantinople. Or, le calife actuel, Sulayman, c'est-à-dire Salomon, est le seul membre de la famille omeyyade à porter un tel nom. Il jure même de ne pas arrêter la lutte contre Constantinople avant d'avoir épuisé le pays ou d'avoir pris la cité. En 716, Léon l'Isorien se proclame empereur, déclenchant ainsi une nouvelle guerre civile dans l'Empire. Heureusement, cette guerre sera de courte durée, car l'année suivante, Léon force Théodose III à abdiquer et l'ancien empereur finit sa vie dans un monastère. La prise de pouvoir de Léon III met fin à 2 décennies de chaos à la tête de l'Empire et installe enfin un peu de stabilité politique. La poussée initiale de l'islam a poussé la machine de guerre impériale au bord du gouffre. Privé de ses plus riches provinces, Égypte, Syrie et Afrique, l'Empire romain d'Orient ne peut plus compter que sur 20% des revenus qu'il pouvait collecter avant l'invasion. Les grands centres urbains ont vu leur taille diminuer, ou ont tout bonnement disparu, et les échanges commerciaux sont au plus bas. Le troc remplace dans beaucoup d'endroits la circulation monétaire. La société byzantine se replie autour de communautés rurales centrées sur des forts, et l'armée impériale est obligée de s'y adapter. En lieu et place d'un commandement centralisé de l'armée, chaque province dispose désormais d'une organisation régionale dans laquelle le stratège local dispose d'une marge de manœuvre presque totale. La défense byzantine repose sur la stratégie de la défense en profondeur. Autant que possible, les raids doivent être stoppés au niveau des monts Taurus, et dans le cas où les envahisseurs réussissent à passer, les armées locales doivent poursuivre et harceler les colonnes ennemies. Le maintien de nombreux petits forts et forteresses le long des routes éventuelles d'invasion que doivent emprunter les Arabes pour accéder au cœur de l'Empire byzantin est donc essentiel. En échange d'un service militaire, les habitants de ces zones cruciales se voient dotés de terres agricoles qu'ils peuvent exploiter et transmettre à leurs enfants. Ce système constitue la colonne vertébrale de l'État byzantin, car il crée une classe de paysans propriétaires déterminés à défendre sa propriété contre d'éventuelles intrusions. Pour organiser la défense de Constantinople, Léon III ne peut cependant utiliser ces unités qu'avec parcimonie et précaution. En effet, s'il prive les régions frontalières de ses défenseurs pour protéger sa capitale, les Arabes pourront annexer sans difficulté l'Asie mineure. C'est donc avec un mélange très hétérogène d'unités que le Basileus met sur pied la défense de Constantinople. En temps de paix, c'est le guet de la cité, le Kerkéton, qui est responsable de la sécurité de la ville. Constantinople ne dispose pas d'une milice urbaine, mais en temps de crise, les guildes marchandes peuvent prendre les armes pour défendre une partie du mur d'enceinte de la ville, qui leur est attribuée. Des troupes régulières assurent également la défense de Constantinople. Les gardes du palais, des mercenaires et les gardes personnels des officiers supérieurs de l'armée. Les marins de la marine impériale, bien que supposés défendre les eaux avoisinantes, peuvent également défendre les murailles en cas de besoin majeur. En parlant de marine byzantine, il ne faut bien évidemment pas oublier de mentionner son arme secrète, véritable innovation technologique déjà utilisée lors du premier siège contre les Arabes, le feu grégeois. Le calife Al-Walid préparait cette expédition contre Constantinople depuis plusieurs années, quand il meurt en 715. Son frère Sulayman, qui lui succède, reprend l'idée à son compte. À cette époque, rien ne semble résister aux Arabes. À l'est, le califat s'étend jusqu'à la rivière Indus et jusqu'à la frontière de l'empire chinois des Tang, tandis qu'à l'ouest, toute l'Afrique du Nord est conquise, puis c'est la péninsule ibérique qui succombe après la défaite des Visigoths à Guadalete. Les Byzantins qui régnaient autrefois de Carthage au Caucase doivent désormais se contenter d'à peine plus que l'Asie mineure, qui est dévastée après des décennies d'incursions arabes.
Pour ne rien arranger, les guerres civiles et l'instabilité politique ne font que plonger un peu plus l'Empire dans le chaos. Comptant bien profiter de la faiblesse des Romains, les Arabes décident donc de lancer une nouvelle expédition contre Constantinople. Massalma assemble une armée de 120 000 hommes à Dabik, au nord d'Alep, avant de se diriger vers l'Asie mineure, puis envoie son avant-garde traverser les monts Taurus et prendre pied en Anatolie, tandis que la flotte arabe, forte de plus de 2000 navires, navigue le long de la côte cilicienne. La désunion et la guerre civile chez les Byzantins facilitent la progression des musulmans, qui promettent tour à tour leur aide à l'un ou l'autre des camps en échange d'une vassalisation de l'Empire romain d'Orient. Alors que les Arabes s'installent petit à petit dans les territoires byzantins, Léon l'Isorien lance sa propre expédition contre Constantinople. À Nicomédie, il bat facilement une petite armée envoyée pour l'affronter sous le commandement du fils de Théodose III. Plutôt que de risquer un siège, Léon prend contact avec le patriarche et le Sénat pour entamer des négociations. Les acteurs influents du système impérial savent très bien lequel des deux prétendants au trône est le mieux qualifié pour diriger l'Empire et faire face à la menace imminente du califat. Théodose III est forcé à abdiquer. Il se retire ensuite dans un monastère et quitte la capitale en mars 717. Son successeur entre dans la ville par la Porte d'Or et est couronné Basileus sous le nom de Léon III à Sainte-Sophie. Avec l'arrivée de la campagne d'été, Maslama a finalisé ses préparatifs pour l'avancée sur Constantinople. En juin, il se dirige vers Abydos, où il traverse l'Hellespont pour rejoindre la Thrace, tout en dévastant les campagnes et les villes qui se trouvent sur son passage. Les Byzantins ne contestent pas son avancée, Léon se contentant d'entreprendre une politique de la terre brûlée. Cependant, selon une chronique arabe, après avoir laissé passer le gros de l'armée omeyyade, les Bulgares cherchent à anéantir l'arrière-garde de la cavalerie, forte de 4000 hommes, sous le commandement de Maslama lui-même. La majeure partie des forces arabes est éliminée, et le commandant en chef ne s'échappe que de justesse. Les Bulgares sont de nouveau venus dans les Balkans, et loin d'être des amis des Byzantins, avec lesquels ils sont en guerre depuis leur traversée du Danube à la suite des migrations slaves. Une alliance omeyyade-bulgare se serait révélée irrésistible. Avec un soutien local, les Arabes auraient pu maintenir une présence militaire en Thrace indéfiniment, sans avoir besoin de prendre d'assaut les murs de Constantinople pour soumettre la ville. Mais cela ne s'est jamais produit. Les Bulgares voyaient plus loin, et soit parce qu'ils considéraient le califat comme la plus grande menace à long terme, soit parce qu'ils aspiraient à revendiquer Constantinople pour eux-mêmes un jour, ils furent implacablement hostiles aux Arabes dès que l'armée omeyyade posa le pied en Europe. Malgré ces contretemps, le 15 août 717, Maslama arrive enfin sous les murs de Constantinople. Il installe son campement et place immédiatement la ville en état de siège. Pour se protéger à la fois des sorties byzantines et des attaques bulgares, 2 murs sont construits par les Arabes de part et d'autre de leur camp. Le plus gros de l'armée musulmane fait face à Constantinople, tandis que 20 000 hommes sont dédiés à la protection des arrières. Le 1er septembre, la flotte arabe, forte de 2000 navires, fait son entrée dans la Propontide, sans réaction de la part des Byzantins. Les navires omeyyades se dispersent ensuite de façon à limiter l'accès à Constantinople, à la fois depuis la mer Égée et depuis la mer Noire, créant ainsi un blocus naval resserré. Idéalement, la flotte byzantine serait bloquée au niveau de la Corne d'Or, permettant ainsi aux Arabes de lancer un assaut sur les murs de la ville depuis la mer. Ceci forcerait Léon III à transférer des unités du mur de Théodose, le mur terrestre principal, le rendant ainsi plus démuni face à une attaque terrestre massive. Cependant, ces plans sont rapidement mis à mal. Alors qu'une partie de la flotte omeyyade fait route vers le détroit du Bosphore, Léon III envoie immédiatement des navires équipés de feux grégeois fondre sur l'arrière-garde. Incapables de lutter contre cette arme secrète, les navires arabes sont décimés par les flammes et coulent à pic. Le moral des défenseurs remonte à la vue du spectacle, tandis que chez les envahisseurs, c'est l'effroi qui prédomine.
Tant et si bien que le plan initial d'une attaque combinée terrestre et maritime ne se matérialisera jamais, la menace du feu grégeois étant trop importante. Bien que ce premier affrontement ait permis à Léon III de sécuriser la partie maritime des murs de la ville, et ainsi de concentrer ses troupes sur le mur terrestre, il ne risquera pas sa flotte en allant attaquer frontalement l'armada musulmane, se sachant largement inférieur en nombre. Constantinople reste donc isolée de la Thrace par les lignes de siège arabes et coupée de ses routes maritimes vers la mer Égée, la mer Noire et l'Anatolie. La capacité de Léon à communiquer avec le reste de son empire, et a fortiori à le gouverner, s'en trouve fortement réduite, alors que les renforts omeyyades continuent, eux, à traverser l'Asie mineure. Constantinople n'a donc aucun espoir d'être secourue, renforcée ou réapprovisionnée. Les Byzantins ne peuvent compter que sur eux-mêmes, et pour repousser les hordes ennemies, ils devront faire preuve de résilience et de pugnacité. Du côté des Arabes, il y a également des difficultés de ravitaillement. Difficultés qui seront d'autant plus compliquées à supporter que l'hiver 717-718 est particulièrement rude. Le vent du nord, incessant qui balaie l'Arctique, traverse la mer Noire et descend le canal du Bosphore, apportant avec lui les pluies glaciales du grésil et de la grêle. L'armée arabe qui avait bivouaqué dans des tentes pendant l'été prend les mesures qu'elle peut pour se mettre à l'abri. Des baraquements de fortune sortent de terre, et lorsque le bois vient à manquer, ils creusent des grottes dans des talus. Relativement protégés des intempéries, les Byzantins peuvent passer à l'offensive, lançant des sorties sous le couvert du brouillard, des tempêtes de neige et les longues nuits, pour maintenir l'ennemi constamment harcelé sur le qui-vive. Les navires de la flotte arabe, exposés aux éléments et mal entretenus, se sont eux dégradés, au point de devenir dangereusement inaptes à la navigation. Beaucoup ont été sacrifiés, leurs planches servant de bois de chauffage pour lutter contre le froid incessant. Gelés, affamés, malades et harcelés sans relâche par leurs ennemis, le moral des Arabes est au plus bas. Mais Maslama a tenu bon tout au long de cette épreuve et les conditions ont commencé à s'améliorer avec l'arrivée du printemps. L'école de montagne désormais ouverte, tout comme la navigation sur la Méditerranée, les Arabes peuvent s'attendre à recevoir des renforts par terre et par mer. Les premiers renforts à arriver sont les 400 navires comprenant des transports et des navires de guerre avec des hommes, des armements et des fournitures en provenance d'Alexandrie. Une seconde flotte de 360 bateaux arrive au même moment de Tunis. Les deux amiraux ont apparemment été prévenus du danger que représente le feu grégeois, et afin d'éviter tout contact avec les patrouilles navales byzantines dans le Propontide et le Bosphore, ils s'approchent de Constantinople par le sud-est, en longeant la côte de l'Asie mineure. Les commandants des deux flottes ont pris toutes les précautions, mais il y a une éventualité à laquelle ils n'ont pas pensé. Les besoins en main-d'œuvre de la campagne sont tels que les équipages de leurs navires sont composés de conscrits chrétiens coptes. Après avoir touché terre, les marins délibèrent et choisissent de déserter. Cette défection massive trouve son origine dans la nature du régime omeyyade. Les Coptes n'aimaient pas le patriarche de Constantinople, mais les successeurs de la domination byzantine en Égypte n'avaient pas tenu leurs promesses d'autonomie fiscale ou spirituelle. En effet, si les Coptes d'Égypte, mécontents de l'ingérence et de la pression fiscale romaine, avaient accueilli favorablement les Arabes initialement, ils ont vite déchanté. Vexation, dimitude, spoliation. La vie d'un sujet non musulman du califat est loin d'être enviable. Grâce à eux, Léon apprend l'emplacement des deux flottes arabes nouvellement arrivées, immobilisées et sans défense en l'absence de leur équipage. Il libère immédiatement la marine impériale qui pille les provisions et les munitions à bord des navires arabes avant de les incendier et de revenir triomphante dans la ville. L'anéantissement des flottes de secours prive Maslama de la branche navale de son armée. Léon est maintenant libre de faire traverser le Bosphore à certaines unités de la garnison sous le commandement d'officiers impériaux. Là, elle s'associe avec les forces impériales encore présentes en Anatolie. Cette force conjointe tend une embuscade à l'armée omeyyade située sur la rive asiatique et l'anéantit sur la route entre Nicée et Nicomédie. Grâce à ces victoires décisives, le blocus arabe de Constantinople est brisé.
Le Bosphore et le Propontide sont ouverts à la navigation byzantine. Les renforts et les approvisionnements peuvent de nouveau atteindre la ville depuis l'Asie mineure, et les bateaux de pêche peuvent de nouveau sortir sans crainte. Désormais, la confiance a changé de camp, d'autant que la situation se détériore rapidement dans le campement arabe. La Thrace a été vidée de ses provisions suite aux pillages successifs, et plus rien ne pouvait venir de Syrie, d'Égypte ou d'Afrique. Les assiégeants sont devenus les assiégés. La famine s'installe. Théophane raconte que les Arabes en sont réduits à manger les cadavres de leurs camarades et leurs propres excréments, qu'ils font lever avec du levain. Comme on pouvait s'y attendre, la maladie s'abat sur leur camp et y fait des ravages. Voyant bien que la situation est inextricable, le calife ordonne à Maslama de lever le siège de Constantinople. C'est chose faite le 15 août 718. Léon III semble laisser partir Maslama sans le combattre, probablement afin que les envahisseurs quittent la région au plus vite. Avec ou sans incitation byzantine, quelque part en Thrace, avant d'atteindre le passage d'Abydos, les Bulgares les attaquent, rapporte Théophane, et massacrent 22 000 Arabes. Tout au long de leur longue retraite à travers l'Asie mineure, les survivants sont systématiquement traqués et harcelés par les armées régionales byzantines. Conformément à la doctrine tactique byzantine établie, celle-ci aurait pris pour cible les traînards accablés par la fatigue et les privations, alors qu'ils traversent les monts Taurus lors de leur retour en Syrie. Les restes de l'armada arabe, autrefois redoutable, ont été dispersés par une tempête dans le Propontide qui détruit tous les navires. Sur les plus de 2500 navires arabes qui ont participé à la campagne, seuls 5 survivants regagnent leur port d'attache. La campagne s'est soldée par une débâcle sans précédent pour le califat. Les pertes humaines sont très élevées, mais c'est surtout la flotte qui a été décimée. Léon III peut en profiter militairement, puisque dans l'année qui suit la défaite des Arabes à Constantinople, une flotte impériale attaque les villes côtières de Laodicée, au nord de la Syrie, et Ténis, en Égypte. Puis l'armée impériale reprend pied en Arménie et en Sicile. La priorité de Léon reste cependant la reprise en main de son empire, à la fois dans les provinces et dans son palais, où les complots refont surface une fois la menace arabe écartée. La frontière entre les deux empires se stabilise ensuite en Asie mineure, au niveau des monts Taurus, avec des raids limités de part et d'autre de la frontière, jusqu'à la bataille d'Acroïnon en 740, qui expulsera les Arabes hors d'Anatolie. En plus de l'échec militaire, le califat doit désormais faire face à des problèmes financiers, puisque les investissements pour prendre Constantinople ont été faits en pure perte. D'autre part, la pression fiscale exercée pour financer l'expédition étant déjà très élevée, on peut difficilement demander plus au sujet du califat sans essuyer une révolte de grande ampleur. Cette révolte viendra sur fond de revendications des populations non arabes de l'Empire, avec la révolution abbasside qui mettra brutalement fin à la dynastie omeyyade. Ce second siège de Constantinople, bien plus dangereux que le premier, met fin à l'expansionnisme musulman en Orient et préserve l'Europe des hordes musulmanes. S'il avait été couronné de succès, le siège de Constantinople aurait eu des conséquences désastreuses. L'Empire romain d'Orient se serait écroulé et la conquête des provinces byzantines restantes n'aurait été qu'une formalité. Profitant d'une base arrière telle que Constantinople, des expéditions au cœur d'une Europe féodale divisée et sans État fort capable de s'opposer à l'avancée musulmane auraient sans doute suivi. Des perspectives catastrophiques pour cette Europe médiévale naissante. Ce premier point d'arrêt en Orient trouvera son écho en 732 à Poitiers sur le front occidental. Combinées, ces deux victoires européennes mettent fin, pour un temps, au rêve de conquête du vieux continent par les musulmans. En repoussant l'invasion musulmane, l'Europe reste aux mains des chrétiens et plus aucune menace musulmane sérieuse n'intervient jusqu'au XVe siècle. Poitiers et Constantinople permettent aux sociétés européennes de gagner du temps, de se renforcer culturellement, structurellement, politiquement et surtout militairement. Ces deux victoires décisives de 718 et 732 permettent ainsi le développement de la société chrétienne médiévale et de son organisation féodale,
qui reste la base politique et culturelle sur laquelle ont été construites nos États contemporains. Ainsi, quand au XIVe siècle les Ottomans envahissent l'Europe, ce sont des États bien plus solides qui leur font face. Malgré les défaites initiales infligées par les envahisseurs, les Européens résistent, ne s'effondrent pas, conservent leur culture et parviennent même à opérer une reconquête, inachevée, des terres balkaniques colonisées par les Turcs. Si les Byzantins ont pu repousser l'invasion arabe, c'est parce qu'ils ont su, temporairement, mettre de côté leurs querelles politiques internes pour se rassembler derrière la figure de Léon III l'Isorien. Mais c'est également grâce à l'aide des Bulgares, qui ont momentanément mis de côté leur inimité envers les Romains en se dressant contre l'envahisseur arabe et en présentant un front uni. En plus de l'unité politique, c'est l'innovation technologique qui a sauvé Constantinople. Le feu grégeois, véritable arme secrète et fruit du génie des ingénieurs byzantins, a été sans aucun doute l'arme la plus redoutable de ce siège, celle qui a sauvé la ville d'une chute inévitable. Le siège de Constantinople fut l'un de ces tournants décisifs de l'histoire, un moment où le destin de civilisations entières se joua. Le siège de Constantinople, c'est l'histoire d'une civilisation qui refuse de mourir. Merci à tous les tipeurs qui soutiennent mon travail et qui participent au développement de la chaîne, et à bientôt pour le prochain épisode.